Alors, je vais laisser Rosine. Vas-y. Bonjour. Bonjour Myriam. Ah, on t'entend pas. Est-ce que ce micro est... Est-ce que ton micro est activé? Ah, mais vous ne m'entendiez pas. Bonjour à tous. Alors, Rosine a retiré son manteau, du coup j'ai froid, j'étais bien au chaud, cachée. Je vais arranger ça. Ah, merci Rosine, super. Voilà. Ça va mieux. Merci. Alors, je vérifie que je vous vois tous bien dans la salle. C'est parfait. Alors, bonjour à tous, je suis Myriam Coindre. Je ne pouvais pas être présente aujourd'hui à Poitiers, mais me voilà à travers ce robot BIM+. Rosine, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 très bien. D'accord. Je vais vous décrire quelques pratiques Lean que nous avons utilisées sur la start-up Domedu. Alors, je vais peut-être vous présenter le contexte en quelques mots. La start-up, c'est une demande du directeur général qui a été faite auprès de la direction de l'innovation, donc au CNED. Cette start-up, c'est une demande de start-up d'entraide scolaire qui est solidaire et collaborative. Donc l'équipe projet a cherché, comme vous l'avez vu dans les différentes vidéos ce matin et cet après-midi, a cherché à valider le problème afin d'être vraiment sûr qu'il s'agit bien d'un problème concerné par la cible, a cherché à tester ses solutions et puis à vérifier que son modèle économique est bien viable. Alors, Myriam, tu peux nous dire quelle était l'hypothèse de départ? Oui, tu as cherché à tester? Peut-être quelques mots avant pour que ce soit un peu plus concret. Je peux peut-être vous donner la forme que ça prend aujourd'hui? Oui, d'accord. Oui. Alors, la forme prise actuellement, alors après différentes hypothèses, différentes interviews, différents tests, actuellement, nous proposons des ateliers ludo-éducatifs chez les familles, avec 3 ou 4 enfants invités chez les familles, qui sont actuellement sous forme de vidéos, des vidéos petits chercheurs. En quelques mots, les enfants sont invités à faire des recherches sur Internet et ils sont guidés par un animateur. Ouais, voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Donc Vous voulez lui faire un bisou parce que... Ça va, toi? Bonjour, George. Ça va? Merci. Bravo pour ton animation. Donc, quelle était l'hypothèse que vous avez voulu tester au départ sur ce projet? Le problème, imaginez. Le premier problème, c'était de s'assurer que le public concerné, donc ici c'est un public de la classe populaire, on va l'appeler comme ça, alors c'est un peu délicat les termes, que ce public a réellement un problème, puisque si on veut répondre et si on veut trouver une solution à un problème qui n'existe pas, alors là on entre dans les pratiques non lean. Donc là le problème envisagé, c'était ce public-là n'a pas un soutien scolaire de qualité. On est parti de là. Et donc, comment vous avez procédé pour tester cette hypothèse? Alors on est passé de... Alors, est-ce que ça va être assez concret? On est passé d'intervenants en présence dans les maisons, dans les familles. Mais ces intervenants, il fallait les payer et donc le coût était à la fin trop élevé. Donc il a fallu qu'on revienne sur ces solutions. Enfin, avant de tester cette solution, on a mené des interviews problèmes. Oui. Mais on les a menés auprès d'intervenants sociaux dans les MJC.
mais pas auprès des familles. On en a mené aussi dans notre entourage, et c'était un entourage de monde enseignant et de classe moyenne plutôt que classe populaire. Donc là, on n'interrogeait pas la cible en question. Prévue au départ. Comment ? Pas la cible prévue au départ, donc. C'est ça, pas la cible prévue au départ. Alors on a tiré beaucoup d'enseignements de ça, mais au final, pour pouvoir répondre correctement à nos hypothèses, il a fallu aller sur le terrain. Il y a eu plusieurs interventions qui en ont parlé. Sortir du bâtiment. C'est le fameux Get out of the building de Steve Blank. Interroger les clients. On a vu ce matin que c'était pas facile, par exemple, quand ils ont fait venir des clients dans une chambre d'hôtel avec des caméras partout. Je sais pas si tout le monde se rappelle. Donc là, c'était pareil. C'était aller sur le terrain, interroger des personnes, et c'était pas forcément très facile. Donc comment vous avez procédé ? Oui, c'est ça, Rosine. C'était pas facile du tout parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on est dans son bureau, on est très protégé. Quand on veut aller sur le terrain, là, il s'agissait pour moi d'aller au bas des cités, au bas des tours. Et une fois que les mamans avaient déposé leurs enfants à l'école, d'aller les interroger. Donc très inconfortable. Puis voilà, il fait froid, on est dehors, on ne sait pas tellement comment on va être reçu par ces personnes qu'on doit interroger. Donc là, très très important, la première chose, la plus importante, c'est penser à la première question qu'on va poser à ces personnes-là, pour qu'elles n'aient pas peur, qu'elles ne se sentent pas tout de suite trop engagées en répondant à une question, et puis qu'ensuite on puisse aller plus loin dans les interrogations. Donc créer une accroche pour que la personne commence à répondre sans se sentir trop engagée. Voilà, c'est ça, Rosine. Alors, je peux peut-être vous raconter une des interviews menées. Quelle accroche vous avez utilisée, donc ? Oui, alors l'accroche ici, c'était, en rencontrant les mamans qui discutaient ensemble, c'était de leur demander alors, elles n'étaient pas près de l'école, j'allais plus loin, puisque les tours étaient plus loin que l'école, et je leur demandais à quelle heure commençaient les cours à l'école élémentaire. Et du coup, les mamans n'avaient aucun problème pour répondre à cette question, et quand elles y répondaient, je savais que j'avais affaire à un public qui était le bon, puisque si elles connaissaient les horaires, c'est qu'elles avaient des enfants de l'âge requis. Et là, si je raconte une des interviews, donc j'ai commencé comme ça. J'ai ensuite demandé, on avait déjà un atelier prêt à être testé. Donc j'ai demandé à ces familles si elles avaient envie de participer. Et en présentant le projet, elles n'avaient pas du tout envie, ça ne les intéressait pas du tout. Et du coup, l'interview qui était une interview solution, je l'ai transformée en interview problème. Puisque si ça ne les intéressait pas, il fallait que je sache pourquoi, et il fallait que je sache quel autre problème rencontrent ces familles, pour justement créer un produit qui est adapté. Donc on a commencé à discuter, les mamans ont commencé à avoir froid, avoir mal au dos, ils m'ont invité à monter dans l'appartement. Donc là, toujours, la zone de confort, il faut l'agrandir. Là, les mamans m'ont dit « Attendez, restez là, je vais aller enfermer les chiens, etc. » Donc voilà, il faut réussir à oser et à aller plus loin. Donc j'étais entrée dans l'appartement et je me suis retrouvée à table avec les mamans en train de discuter. Et puis elles sont allées quand même jusqu'au bout, c'est-à-dire que, j'y reviendrai plus tard, mais on a mis en place une campagne de publicité sur Facebook et les mamans ont accepté d'aller critiquer, de façon positive ou négative, la page d'atterrissage et les publicités. Donc voilà, c'était une petite illustration du Get out of the building. Donc vous avez invalidé le problème que vous aviez imaginé, que ces familles avaient besoin de soutien scolaire. En fait, vous avez démontré que non, c'est à confirmer parce que c'était sur un petit nombre de personnes, mais vous avez invalidé le problème comme quoi elles auraient envie de soutien scolaire pour leurs enfants et continuer sur une autre voie. Je voulais préciser qu'actuellement le projet Myriam n'est plus dessus et il est poursuivi par Christelle qui est ici dans la salle, la main à Christelle, voilà. Donc si vous avez des questions sur la poursuite du projet, vous pouvez vous adresser à Christelle plus tard dans
Mets-toi debout Mets-toi pour qu'on te debout, voit. Christelle, voilà. Parce que pendant la pause, vous pouvez lui poser des questions. Voilà. Voilà, Si vous Christelle avez des Moisson questions, Francoso. Voilà. voilà. Alors Rosine, pour être quand même plus précis, pendant les interviews problèmes qu'on avait menées avec les familles, on avait déjà observé que le soutien scolaire qui était mis en place à l'école Oui. et quasiment gratuit dans les MJC suffisait largement Voilà, à toutes les familles qui estimaient que leur enfant avait des difficultés, Oui, c'est enfin, pas qui que- évoquaient les difficultés de leur enfant. Donc on savait déjà que le soutien scolaire, c'était quelque chose qu'on n'allait pas mettre en place. Donc c'est pour ça D'accord. qu'on était allé vers du ludo-éducatif et de l'entraide scolaire, qui n'est pas du soutien scolaire. Oui, d'accord. Oui, oui. D'accord. Très bien. Donc, pour les questions sur cette partie-là du travail sur cette start-up, je vais passer avec le micro. Si vous avez des questions sur la poursuite de la start-up, donc ce sera plus tard avec Christelle. Donc voilà, je vais descendre avec le micro. Alors si on a plus de temps, je pourrais aussi développer la façon de pouvoir interroger sans descendre dans la rue. On peut aussi interroger son public grâce à... Voilà, c'est ce que je vous expliquais, grâce à Facebook. On peut entrer dans les écrans du public qu'on veut interroger aussi. Donc c'est une autre façon que de descendre de son bureau et de descendre dans la rue, pardon. Voilà, on a une question déjà. Oui, première question. Du coup, je voudrais juste savoir quel modèle économique vous avez retenu au final. Alors, j'ai pas eu le temps parce que je vais très très vite, mais nous sommes passés par beaucoup d'hypothèses, les unes après les autres. Et donc, on y a pensé à ce modèle économique, mais un peu trop tôt. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sûr du problème qu'on veut résoudre et de la solution qu'on veut mettre en place, ce modèle économique, c'était venu trop tôt. Mais alors, pour en parler quand même, c'est un modèle, comme on voulait un modèle solidaire. Donc c'était un modèle où les familles allaient partager, diviser le coût, soit de l'intervenant, soit juste des ateliers vidéo. Donc partager le coût entre elles. Et puis, pour être sûr d'atteindre le public concerné, tant qu'on n'était pas sûr, il y avait une somme versée à des associations caritatives qui, elles, allaient pouvoir prendre en charge cette partie-là. Si tu veux bien, Myriam, je vais compléter ta réponse. Oui. Donc, le modèle économique actuel, donc, comme dit Myriam, on a passé plein d'hypothèses et on a une version actuelle, mais si ça se trouve, dans une semaine, 15 jours, ça aura changé. C'est un modèle d'atelier ludo-éducatif à moins de 5 € par enfant et par atelier. Donc, avec des ateliers sans animateur. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est sur le modèle de Sugata Mitra, Self-Online Learning Environments. C'est une pédagogie particulière qu'on n'a pas inventée. Avec l'idée de créer une application web qui mette en relation entre elles les familles qui veulent organiser ces ateliers au domicile. Donc si j'ai envie que mon enfant participe, je vais trouver en fait sur la carte des familles qui sont près de chez moi, m'inscrire, pouvoir participer à un atelier de ce type, et en participant à cet atelier, donc je paye de l'argent. Une partie de cet argent est partagée avec des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'y mettre leur enfant en payant, donc c'est un principe qui s'appelle le café sospeso à Naples. C'est-à-dire que je paye, si j'ai passé une bonne journée, je paye pour le café que je prends, mais je paye aussi pour un café qui servira à quelqu'un d'autre qui pourra en profiter. Donc on a essayé de reprendre cette idée-là. Et les canaux qu'on utilise sont des canaux uniquement de vente en ligne. Donc là, Myriam vous a expliqué qu'elle a été au pied des cités, pas très loin de chez elle, sous la pluie, dans le froid, pour connaître les clients, parce que sinon on ne comprend pas quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs solutions. Mais le canal qui est choisi, c'est un canal où on va faire l'acquisition client via Facebook, via des campagnes publicitaires sur Facebook, qui pour l'instant nous permettent surtout de continuer à apprendre, donc surtout à enclencher une conversation, voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui fait réagir les gens, mais qui à terme doit nous permettre d'acquérir, un peu comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo avant le déjeuner, un entonnoir qui doit nous permettre d'avoir un très gros volume, parce qu'on a un prix très bas. Au début, on avait un prix de 25 € en fait, à peu près par atelier, mais on s'apercevait qu'on avait un public qui était que des familles aisées, de milieux favorisés, et donc on était en dehors de notre cible solidaire. Donc on a abaissé le prix de x5, enfin divisé par 5, donc il a fallu qu'on augmente le volume par 5. Et donc on a une stratégie où on se dit, dès qu'on aura trouvé le problème en France, on va tout de suite vérifier que ça existe dans d'autres pays et essayer de faire un déploiement international. Donc un public international, des ateliers très peu chers, qui peuvent être reproduits facilement,
pas d'animateur, on ne se met pas dans un marché biphase, mise en relation animateur et bénéficiaire, c'est vraiment les familles entre elles. Et voilà. Mais on teste encore et voilà. Chaque semaine on apprend des choses nouvelles et on avance petit à petit. Est-ce que Myriam à distance, Myriam d'Orléans à Bourges, est-ce qu'il y a des questions sur Twitter qu'on aimerait poser à notre chère Myriam ici? Non? Allô? Oui, Ah. plutôt des réactions par rapport à l'économie solidaire. Donc, il est vrai que les applis et les actions en faveur de la collaboration et l'entraide se multiplient. Donc, à la Maïf, par exemple, à la Maïf, à la MGEN. OK, avec la remarque sur l'économie solitaire et les civic tech, merci. Donc, une question d'Aurélie. Ont-ils conscience qu'ils perpétuent un engrenage de choix industriel et subséquemment technologique initié au XVIIIe siècle? Mais bon, ça c'est sur la vidéo précédente. Désolée D'accord. Aurélie. D'accord, rien à voir avec ce qu'on vient de poster. Oui. Alors, exactement. quelle est la méthode dont Jean parlait? 5 € par enfant? Oui, c'était 5 € par enfant. Et la méthode dont tu parlais, Jean? Donc, Une méthode pédagogique, je donne la Aurélie, réponse. c'est sur pas le- Attends, il va répondre à ça rapidement. Myriam, je répète le nom de la méthode Je pédagogique. lis la remarque d'Aurélie, c'est la dernière remarque que j'ai là sur le chat. C'est passionnant et très pertinent, mais n'est-ce pas aussi nécessaire de faire intervenir des références et connaissances inconnues d'un tel public? D'accord. OK. On va laisser Jean juste répondre par rapport à la Je question. vais répéter le nom de la méthode pédagogique dont on s'inspire. Le nom de la méthode, c'est SOLE, Self-Organized Learning Environment, qui a été inventé et testé par un monsieur qui s'appelle Sugata Mitra. C'est un Indien. S-U-G-A-T-R-A, Sugata. Non, S-U-G-A-T-A, Sugata. Mitra, c'est son nom de famille, M-I-T-R-A. Et voilà. D'accord. Alors, on a d'autres questions qu'on voudrait poser à Myriam sur ce point, ou peut-être, voilà, on a encore une question. Si on en a le temps, j'étais intéressée par ce que vous pouviez nous apporter aussi sur votre démarche Facebook, pour diffuser après la démarche, pour moins descendre peut-être de son bureau, ou voilà, s'appuyer aussi sur les outils de communication réseau. D'accord. Ouais, je ne sais pas si tu veux répondre à ça par rapport à Facebook, ou peut-être Christelle tout à l'heure, qui est ici présente, pourrait vous en parler plus longuement, parce que je pense que vous avez... c'est une démarche très intéressante d'ailleurs. Voilà. Pardon? Est-ce qu'on a le temps ou pas? Oui, on a le temps, on a encore un petit peu de temps. Donc, si tu as des choses à ajouter, Myriam. Alors oui, on peut. J'ai pas eu le temps de développer cette partie-là. Donc j'expliquais que un moyen d'atteindre notre cible et d'être sûr, de s'assurer que le problème en est un, c'était de descendre dans la rue. Un autre moyen, c'est de pouvoir entrer dans les écrans de cette cible. Et là, actuellement, donc le format actuel des ateliers, pour être sûr qu'ils plaisent, et qu'ils plaisent à un grand nombre, il est proposé par des publicités sur Facebook. Alors, quel était exactement votre... Est-ce que vous pouvez reformuler précisément vos attentes? En fait, vous évoquiez que vous êtes sur cette démarche-là, et c'est vrai que quand on dit il faut se rapprocher de son client, c'est une démarche qui n'est pas toujours très confortable. Donc j'étais plutôt dans l'envie de me dire, si on a une autre manière plus confortable, je suis preneuse. Voilà, c'est plutôt sur ce partage d'expérience-là, en complément bien sûr d'une approche directe. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme via les réseaux, voilà. Pour vous répondre précisément, en fait, je fais un peu le modérateur. C'est-à-dire que nos publicités, et pas seulement celles auxquelles on aurait pu s'attendre, suscitent des réactions, parfois violentes, parfois très intéressantes,
très pertinentes qui font qu'on évolue. En fait, on est un peu dans un système de fake it till you make it. Donc en fait, le produit, il n'est pas fini et il évolue. Et cette campagne Facebook permet vraiment de pointer du doigt certains problèmes dont on n'aurait pas imaginé qu'ils étaient si importants. Et pour aller un petit peu plus loin, quand le canal est ouvert, parce qu'on peut soit inviter, soit faire des messages, ou alors les gens commandent, donc dans ce cas-là, on peut répondre, je m'immisce en soulignant toujours la pertinence, en remerciant toujours pour inciter d'autres internautes à intervenir. Et je leur demande pourquoi. Pourquoi cette réaction, pourquoi ils ont liké ou disliké, ou pourquoi ils ont adoré, ou pourquoi ils ont été surpris. Et ça me permet de recueillir des témoignages de cette façon, effectivement, juste derrière un écran. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inconfortable. Parce que quand on est à l'origine et quand on est en train de traiter, enfin, qu'on monte le projet et qu'on a des choses un peu violentes, parfois on aurait tendance à dire oh bah, t'exagères un peu de me dire ça, t'as qu'à venir voir. Enfin, voilà. Et non, justement. Toujours être ouvert et recueillir, même si c'est du très négatif, le très négatif nous fait avancer et permet de faire évoluer le produit. De toute façon, c'est échouer vite pour mieux se relever. Donc, de toute manière, si on doit échouer, c'est maintenant. Et cette campagne, elle nous aide à échouer plus vite pour mieux se relever et pour être productif. Je pourrais vous donner des détails. Super. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Ah non, Jean, vas-y. Je vais essayer quand même de faire un résumé de notre aventure Facebook pour l'instant sur ce projet. On aurait pu se dire on va faire des pubs pour le produit, notre produit atelier ludo-éducatif, on va le vendre. Mais non, notre objectif c'était pas de le vendre, notre objectif c'était de comprendre d'abord le problème du client pour ensuite comprendre pourquoi la première version ne se vendrait pas et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de ne pas faire une étude très très grande et de ne pas réfléchir pendant des heures et des heures à la campagne de pub idéale. Même si on y a quand même passé un peu de temps, c'était notre première campagne de pub Facebook. Et donc on a fait des publicités sur les problèmes clients. On s'est dit, est-ce que leur problème c'est que leurs enfants s'ennuient après l'école ? Est-ce que leur problème c'est que les enfants les parents se chamaillent avec les enfants au moment de faire les devoirs ? On a fait 5 hypothèses problèmes. Et on a fait une pub pour chaque hypothèse problème. On a lancé ces pubs. On s'est dit, est-ce qu'on va les lancer sur toute la France ? Au CNED, on a de l'argent, on pourrait dépenser, faire une grande campagne de pub. Non, on a choisi une cible très précise. En l'occurrence, on a pris la ville de Lille, et uniquement la ville de Lille, avec uniquement tel profil de personnes. C'est ça ce que nous permet Facebook, donc de cibler la clientèle qu'on voulait aller rencontrer. On a balancé nos 5 pubs. Et on a vu que sur nos 5 pubs, il y en avait une qui marchait vachement plus que les autres. Et celle qui marchait vachement plus, c'était « Vos enfants s'ennuient après l'école ?» Nous, on s'était dit, notre raisonnement, c'était on pense qu'il y a des gens dont les enfants s'ennuient après l'école, et on va leur proposer une solution qui sera l'atelier ludo-éducatif. Mais en fait, ce qui a marché, c'est pas que les gens disent « Ah oui, mais mon enfant s'ennuie, je cherche une solution ». Ils nous ont interpellés via les pubs en disant « Non, mais ça va pas la tête, vous êtes venus chez moi déjà, mes enfants ils sont surchargés de travail. Je dois faire à manger, je dois m'occuper du plus petit, il y a le plus grand qui vient, il y a tout ça. La vie à la maison, c'est pas possible. Et franchement, vous croyez que mes enfants s'ennuient après l'école ?» Donc on s'est fait un peu houspiller par les gens. N'empêche que sur cette pub, les gens ont cliqué 10 fois plus que sur d'autres publicités où on disait, je caricature un peu, mais est-ce que vous cherchez des manières différentes de faire apprendre des choses à vos enfants, des réflexions un peu plus sophistiquées. Donc cette publicité, c'est là ce que racontait Christelle, elle nous permet d'engager la conversation avec les gens qui ont ce problème-là. On s'aperçoit que leur problème n'est pas réellement que leur enfant s'ennuie. Leur problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps et que leurs enfants sont surchargés. Donc on découvre par ce biais-là un problème auquel on n'avait pas pensé. Manque de bol, nous, nos ateliers ludo-éducatifs, ils tombaient bien si les enfants s'ennuyaient, mais si le problème c'est que les enfants sont trop surchargés, ils tombent pas bien. Donc peut-être qu'on a inventé une solution à un problème qui n'existe pas et qu'on a besoin de changer de solution. Donc la semaine dernière, quand on a fait le point, toutes les semaines on change. Donc vous vous souvenez, prototype et test en une semaine, nous toutes les semaines on refait le point et on réfléchit. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change de produit ? On jette nos ateliers ludo-éducatifs et on crée autre chose ? Ou bien est-ce qu'on va quand même travailler ce problème et essayer de faire le tri entre est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont cliqué sur la pub dont les enfants s'ennuient réellement après l'école et est-ce qu'il y en a suffisamment, même si c'est qu'une petite niche, est-ce qu'il y en a suffisamment pour que notre produit puisse vivre ? Est-ce qu'on a un marché ? Ou bien est-ce que derrière le problème de mes enfants sont surchargés au moment des devoirs, on n'a pas
quelque chose autre que simplement la gestion du temps? Est-ce qu'on n'a pas une relation conflictuelle au devoir, au fait que c'est du travail scolaire, du bourrage de crâne? Et est-ce que finalement, le problème réel qu'expriment ces personnes, ce n'est pas un problème de mon enfant n'a pas de plaisir à faire ses devoirs? Et peut-être qu'avec des ateliers du éducatif, on pourrait transformer le moment des devoirs en un moment où on fait quand même ses devoirs, mais on les fait avec plaisir, en s'amusant, avec une autre pédagogie. Donc du coup, voilà, on est en train d'explorer ça et on ne sait pas la réponse. Après, on a aussi prévu une campagne de pub solution pour présenter nos ateliers sous différentes facettes pour voir quelles sont celles qui attirent le plus. Mais chaque semaine, on refait le point, on regarde les indicateurs Facebook où là, on a vraiment tous les tableaux de données. Puis on dit, regarde, ça marche vachement plus, j'ai 3 likes, là, on a un pourcentage. On a le taux d'acquisition des clients chez nous, il est 242 € pour pouvoir obtenir un inscrit. Ça coûte trop cher, comment on peut abaisser ce prix? Donc tous les éléments que vous avez vus dans les vidéos ce matin, on essaie de les pratiquer. Et on a besoin d'avoir à la fois le qualitatif sur le terrain, quand une Myriam ou une Christelle ou une Amandine qui est aussi dans l'équipe vont interroger des clients en face à face, parce que là on perçoit des choses qu'on ne percevrait pas via Facebook, et en même temps valider les choses quantitativement. Dernier juste petit point. Cette manière de faire, c'est une manière qui est à des années-lumière de la manière dont on conçoit des produits habituellement au CNED. On a parmi vous des personnes qui sont responsables d'équipes de chefs de produits au CNED, qui conçoivent des BTS, qui conçoivent des CAP, avec des directeurs d'unités d'affaires, des chefs de service, des ingénieurs pédagogiques. Aujourd'hui, jamais l'un de nos chefs de produits commencerait par concevoir le produit en disant « Allez, première chose que je fais, je sors du bâtiment, je vais aller rencontrer des gens pour leur poser des questions. » Ils le font parfois, mais s'ils le font, c'est un peu en douce, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande de faire officiellement. Et surtout, jamais personne n'irait dire « je vais commencer par lancer une campagne de pub avant de réfléchir à la conception du produit ». Parce que d'habitude, au CNED en tout cas, on conçoit le produit et après on le commercialise et la pub est là pour promouvoir. Et là, ce qu'on est en train de découvrir, nous, par la pratique, c'est qu'on peut faire des boucles beaucoup plus courtes. Au lieu d'attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans entre le moment où on conçoit le produit et le moment où on va tester sur le marché, en 1 semaine, on peut le tester sur le marché avant que le produit existe. Et ça bouleverse radicalement tout le modèle tayloriste qu'on a dans notre manière de faire au CNED. Alors, je ne dis pas qu'on peut le généraliser, je ne sais pas. Et puis c'est très bien quand on est sur des choses très innovantes et très incertaines. Après, sur des produits plus classiques, ça a peut-être moins d'intérêt aussi. Quand on a déjà l'habitude de créer des bacs pro à la chaîne, on n'a pas forcément besoin d'aller réinterroger chaque semaine des nouveaux clients. Mais peut-être que si, un petit peu. Merci Jean. Juste une dernière chose, Myriam, tu as vu le vidéo ce matin du robot dans l'hôtel. Tu peux nous faire un petit pas là de danse? Ah, c'est parti. Alors je lisais à distance en même temps les questions sur Slido et les remarques. Des personnes disaient le robot, c'est pas seulement parce que je pouvais pas être là. Oui, il peut servir dans les situations de handicap et c'est le cas. Voilà. C'est le cas, oui. Et bravo en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je pense que tu restes avec nous, hein, du coup.